Mesdames et messieurs, bienvenue à WhatsApp Caribbean. Ce soir au programme, vous pourrez suivre une discussion animée et spontanée entre le journaliste Elisabeth Guérin et la sommité internationale haïtienne dans le domaine littéraire, M. Daniel Laferrière, premier haïtien canadien à être membre de l'Académie française. Mais d'abord, nous vous invitons à écouter les commentaires de M. Romain Chouet, journaliste à Radio-Canada, qui de passage en Floride s'est entretenu avec Elisabeth Guérin sur le sujet brûlant de l'immigration au Canada et aux États-Unis. Nous vous retrouvons avec ce premier entretien dans un moment, le temps d'une pause publicitaire. Mesdames et messieurs, Alain TV fait beaucoup d'efforts à agrandir son réseau et vous offrir une programmation de qualité. Regardez Alain TV partout où vous êtes. Téléchargez notre application gratuite sur votre téléphone. Pour nous contacter, écrivez-nous à alintv.tv ou appelez-nous au 1-888-816-7174. Romain Chouet, bonsoir. Bonsoir Elisabeth. Bienvenue à WhatsApp Caribbean. Merci de l'invitation. C'est un plaisir. Merci d'avoir accepté de me parler. Alors, tu es passé à Canal+, RFI et maintenant Radio-Canada. C'est quoi la vie d'un journaliste actuellement? C'est occupé, surtout que je travaille dans le domaine de l'enquête. Donc, c'est évidemment un moment important, évidemment, où c'est important justement dans l'information, c'est important pour le public d'aller investiguer, d'aller un petit peu au fond des choses, surtout dans des domaines dans lesquels je travaille, par exemple l'immigration qui, au fil des années, on le voit chez vous, ici aux États-Unis, comme c'est le cas au Canada depuis quelques années, c'est devenu un thème extrêmement important, un thème de société, mais aussi un thème politique. De plus en plus de politiciens parlent de ces sujets-là. Donc c'est important justement d'être là comme journaliste aussi et d'aller au fond des choses et d'aller creuser, d'aller enquêter, d'aller chercher, d'aller en fait au cœur de l'information, c'est-à-dire sur le terrain, comme c'est le cas ici en Floride. C'est pour ça qu'on est ici pour une enquête aussi pour Radio-Canada. Est-ce que tu penses que tout journaliste peut être un journaliste investigateur ou alors tu penses que c'est vraiment une spécialité et qu'il faut des qualités précises pour ce genre? Il faut aimer ça, il y a des choses qu'on peut imposer, il y a des choses qu'on apprend comme à l'école, mais il y a des choses qu'on a au fond de soi. On ne peut pas imposer à quelqu'un d'aller vouloir creuser, d'aller vouloir investiguer, d'aller vouloir aller au fond des choses, mais par contre, quand ça nous intéresse, quand on est curieux, on dit que le métier à la base, la qualité première, c'est la curiosité. Donc, c'est s'intéresser aux gens. Tu n'as pas reçu une formation spéciale pour être investigateur? Pas du tout. C'est vraiment venu au fur et à mesure. Par exemple, moi j'ai couvert une campagne électorale en 2018 au Québec et on était sur le terrain, on devrait couvrir l'événement, mais ce que j'ai tout de suite aimé faire dans ce genre d'événement, c'était trouver un petit peu qu'est-ce qui se passe autour, qu'est-ce qu'il y a derrière les coulisses, qu'est-ce qu'il y a derrière un micro, derrière une caméra, où il y a un futur Premier ministre qui est là et qui raconte une campagne, ses promesses électorales, mais en fait comment ça se passe derrière? Est-ce que vraiment on y croit? Est-ce que vraiment il y a du monde qui suit cette personne-là? Est-ce que vraiment
ce qu'on veut montrer, c'est ce qui se passe en coulisses. C'est ce genre de choses-là qui m'ont toujours passionné, en fait. Les coulisses, en fait. Savoir qu'est-ce qui est derrière ce qu'on voit à la télé. Les journalistes investigateurs sont toujours très, très importants pour les médias parce que grâce à eux, parfois, la police réussit à solutionner les cas où il n'avait pas de réponse. Oui. Vous êtes très, très important pour la police. Par exemple, on a eu l'occasion de faire une enquête au Mexique pour montrer que le Canada servait de port d'entrée pour accéder aux États-Unis. Ou des Mexicains, justement. Parce qu'ils ne sont pas intéressés à rester au Canada? Vous n'avez pas de Mexicains au Canada? Non, en fait, une grande communauté, alors? En fait, c'était une autre façon de pouvoir entrer aux États-Unis. D'accord. Et comment est-ce qu'on entrait aux États-Unis à travers le Canada? Tout simplement parce que les Mexicains, pendant plusieurs années, n'avaient pas besoin de visa. Mais pas nécessairement que les Mexicains. Il y avait d'autres nationalités et parfois même des criminels qui pouvaient obtenir un faux passeport mexicain pour prendre l'avion depuis Mexico, par exemple, aller au Canada. Et ensuite, des passeurs pouvaient les emmener traverser la frontière pour entrer clandestinement aux États-Unis. Ça, c'est une faille que nous, comme journalistes d'enquête, on a eu l'occasion de montrer en prenant l'avion, en ayant des sources, en faisant de la caméra cachée. Et on a pu découvrir des imprimeries, justement, de faux passeports mexicains ou avec des fausses identités. Et ça a eu des conséquences, puisqu'effectivement, on avait des sources policières qui nous disaient « on le sait que ça arrive ». Aux aéroports canadiens, on le voit, on constate, mais on a du mal à savoir comment ça concerne beaucoup de monde, qui est derrière ça, quel est le réseau. Mais nous, comme journalistes, on a eu l'occasion de le montrer. Il y a eu des conséquences assez importantes parce que quelques mois plus tard, le gouvernement canadien a finalement décidé de remettre des visas pour les ressortissants mexicains, et notamment parce qu'on a réussi à démontrer justement qu'il y avait quelques failles dans ce milieu-là, dans ce domaine-là. Oui. C'est comme ça, tu vois, là, tu es en train de me prouver ce que je viens de dire. Mais comment tu expliques que les Mexicains ne veulent pas rester au Canada et qu'ils veulent rentrer quand même aux États-Unis? Pourquoi, d'après toi, cette attraction vers les États-Unis? Je pense que l'attraction vers les États-Unis a toujours existé. C'est le slogan même de l'Amérique à la base. C'est fondé par et pour des immigrants. Il y a beaucoup de personnes qui ont bâti cette nation-là et le rêve américain a toujours existé. Au Canada, on le voit, moi, dans l'immigration, en travaillant avec plusieurs communautés et en étant dans un milieu criminel, parfois avec des passeurs, on essaye de vendre aux gens, à des personnes vulnérables, le rêve américain. J'ai fait des enquêtes avec des Indiens, des personnes venant de l'Inde. Pourquoi est-ce qu'elles passent par le Canada pour aller aux États-Unis? C'est un mystère. Mais elles le font parce que des passeurs leur vendent l'idée que c'est possible. On leur dit, venez aux États-Unis, vous allez avoir plus d'opportunités. On n'essaie pas de parler du Canada. Ces gens n'essayent pas de rester au Canada. Vous payez 100 000 $, vous pouvez avoir un billet d'avion, vous pouvez avoir des documents de voyage et vous avez un passeur qui va vous emmener ensuite de Montréal jusque dans l'État de New York. Ouais. C'est des opportunités qu'on crée auprès des personnes vulnérables. C'est de la même manière que d'autres communautés franchissent la frontière aussi au sud des États-Unis, au Mexique. Pourquoi passer par là? Tout simplement parce que on vous emmène là, on vous dit que c'est par là qu'il faut passer. Le message se passe et ensuite, c'est des cartels qui vont s'occuper de vous faire passer. Mais c'est le message qu'on véhicule auprès des communautés. Si vous voulez le faire, nous, on vous y emmène et c'est le seul moyen, vous payez, on va le faire. Alors, il est encore trop tôt pour le dire, mais est-ce que vous pensez qu'avec ce nouveau gouvernement que nous avons ici aux États-Unis, cette réputation que nous avons va changer un peu, que les gens seront moins intéressés à rentrer aux États-Unis? C'est quoi ton opinion là-dessus? Ça, je pourrais pas juger. Est-ce que ça change déjà? Est-ce qu'il y a déjà... Mais ce que j'entends, ce qu'on peut entendre comme journaliste auprès des différentes communautés, c'est que c'est plus difficile. C'est qu'on peut se poser un peu plus de questions, mais malgré tout, dans les dernières années, dans les derniers mois, il y avait quand même beaucoup de personnes, si je prends l'exemple du Canada, du Québec par exemple, qui quittaient le Québec, ou en tout cas qui utilisaient le Québec comme port d'entrée pour aller aux États-Unis, malgré tous les discours et l'ambiance qu'il peut y avoir, qui peut être un peu plus difficile pour les immigrants ici aux États-Unis, malgré les discours politiques, il y a quand même des gens qui le font. Pourquoi? Parce qu'il y a une industrie justement du travail au noir, du travail clandestin qui existe et qui montre qu'on peut très bien réussir aux États-Unis et avoir de l'argent. Et c'est ce qu'on entend tout simplement de la part de certaines communautés. On me dit, mais pourquoi est-ce que... on va faire appel à un passeur, tout simplement parce que je vais gagner plus d'argent en étant à New York dans un restaurant
qu'en restant au Québec. Est-ce que tu peux nous donner le pouls de la situation maintenant au Canada vis-à-vis des Américains? Parce que nous savons que les Canadiens sont toujours très proches des Américains. Et brusquement, ces jours-ci, avec le problème des tarifs et tout ce que tu sais, ça commence à changer. Alors, est-ce que... parle-moi de l'opinion des gens en général. Parce que nous avons eu beaucoup de commentaires. Je ne sais pas si tu l'as vu sur CNN, où cet homme d'affaires qui louait ses appartements aux Canadiens, il dit que son chiffre d'affaires est tombé presque à zéro parce que ses clients étaient canadiens et qu'ils ont refusé de venir à cause des derniers problèmes. Et est-ce que c'est un cas isolé? Ou alors, en général, tu remarques qu'il y a ce froid des Canadiens vis-à-vis des États-Unis? Je n'ai pas de données sous les yeux, mais le nombre de réservations, le nombre de personnes qui prennent l'avion vers les États-Unis depuis quelques mois, et notamment, puisque c'est l'hiver au Canada, il y a évidemment beaucoup, par exemple, de Québécois qui vont aux États-Unis. Le nombre a diminué drastiquement. De snowbirds, mais pas que, des familles aussi qui peuvent avoir l'habitude de passer une semaine tout simplement, ce qu'on appelle au Québec, c'est la semaine de la relâche pour les enfants, la semaine où les enfants ne vont pas à l'école au début du mois de mars. Il y a beaucoup moins de personnes qui vont aux États-Unis, la destination de choix, c'est plus forcément la Floride. Pour l'instant, des personnes vont privilégier d'autres endroits. Donc tu peux dire qu'en général, les gens sont contrariés? Pour l'instant, oui, c'est un fait. Pas besoin d'entrer dans de l'opinion pour en parler, mais par exemple, sur un sondage qui est sorti tout récemment dans les derniers jours au Canada, il n'y a qu'un Canadien sur 10 qui soutient l'idée que le Canada puisse devenir un 51e État. Et à contrario, c'est assez intéressant parce qu'un Américain sur 5 dans ce même sondage dit qu'il préférait devenir Canadien plutôt qu'Américain. Donc il y a plus d'Américains qui préféreraient devenir Canadiens que de Canadiens qui préféreraient devenir un 51e État. Ouais, ça veut dire beaucoup ça, hein? Pas besoin d'entrer dans les détails, c'est quand même assez grave. Alors, toi qui travailles dans l'immigration, ça fait combien d'années que tu travailles dans le domaine? 5-6 ans. 5-6 ans. Et je suppose que tu couvres aussi, pas seulement la communauté haïtienne, mais toutes les immigrations à travers le monde. Tu voyages beaucoup? Tu as été dans quel pays? Quelles sont les autres enquêtes que tu as menées? On travaille, enfin moi de mon côté, on fait beaucoup de sujets sur l'immigration vraiment au Canada. Donc c'est sûr qu'on se concentre beaucoup sur évidemment la communauté haïtienne, aussi sur les Mexicains qui donc vous avez une grande communauté mexicaine quand même? Il y avait une grande communauté mexicaine qui vit au Canada? Installée au Canada. Moi, je travaille beaucoup sur ce qu'on peut appeler les demandeurs d'asile, donc les personnes qui sont venues justement pour essayer d'avoir une nouvelle vie, pour fuir un pays. Et nos enquêtes, en fait, se sont beaucoup concentrées également sur toutes les failles qu'il peut y avoir. D'accord. Parce que dans la première année de présidence de Donald Trump, il y a un peu plus de 30 000 personnes qui sont venues demander l'asile en traversant vers le nord à la frontière, sur ce chemin-là, le chemin Roxham, pour demander l'asile dans un endroit qui n'est pas un poste de douane. Mais il y avait une faille à la frontière canado-américaine qui permettait de le faire si on ne passe pas par un poste de douane officiel. Donc ce chemin-là, le mot s'est passé à travers les communautés et on en parlait. Et ils l'ont fermé là, le problème a été résolu. Ils ont réglé cette problématique-là en changeant l'entente sur les tiers pays sûrs entre les deux pays pour que justement la demande d'asile ne doit se faire maintenant que dans le premier des deux pays qu'un migrant va traverser. Donc si une personne est installée aux États-Unis, elle ne peut pas demander l'asile au Canada et vice-versa. Il y a toujours des exceptions. Par exemple, s'il y a de la famille, dans le cas des Haïtiens par exemple, s'il y a de la famille à Montréal ou au Canada, selon le type de famille, la demande d'asile peut être acceptée. Donc il y a toujours encore des exceptions, mais effectivement, les règles se sont durcies. L'an passé, c'était un accord entre Joe Biden et le Premier ministre de l'époque au Canada, Justin Trudeau. C'est quoi la communauté la plus forte d'immigrants au Canada? Je n'ai pas les données sous la main, mais il y a une forte communauté indienne, il y a une forte communauté haïtienne, évidemment. Tu n'as pas de chiffres pour les Haïtiens? Tu n'as aucune idée? Si, mais je n'ai pas les données vraiment pour être sûr. Alors, nous allons observer une pause publicitaire. Nous vous revenons dans quelques minutes. Mesdames et messieurs, à tout de suite. Des vidéos comme celle-ci, on en trouve à profusion sur les réseaux sociaux. On y voit des migrants d'origine indienne qui traversent des bois au sud du Québec pour aller clandestinement aux États-Unis. On est parti de Montréal, tout était très sécuritaire, explique par exemple ce migrant en Punjabi.
On a contacté plusieurs de ces passeurs en se faisant passer pour un ressortissant indien à Montréal. Les prix varient. Certains demandent 5 000 $, un autre 1 500. Ce passeur, qui dit vivre à Brampton, accepte de nous donner plus d'informations. Il fait affaire, nous explique-t-il, avec des chauffeurs privés. Je vais réserver le trajet pour toi. Ça va prendre 1 heure pour arriver à destination, puis tu vas marcher 40 minutes à travers une jungle. Est-ce que c'est sécuritaire? Oui, on fait ça tous les jours. Avec l'aide d'un collègue d'origine indienne, on décide de l'appeler. Allô? Quand vous allez traverser, vous allez me partager votre localisation. On restera au téléphone et je vous guiderai. Il y aura des épines et des buissons. Faudra porter des vêtements longs et avoir une paire de chaussures de rechange, c'est tout. Et si on se fait renvoyer au Canada? Si ça arrive, je reste ici pour vous faire passer à nouveau. L'immense majorité de ces passages se font ici en Montérégie, la nuit tombée le long de ces routes et de ces bois. C'est ici que ça se passe. On est à quelques mètres de la frontière américaine qui est juste derrière cette borne. Et dans ce secteur, au sud du Québec, le nombre d'interceptions par la police américaine bat tous les records depuis quelques mois. En mai, c'était près de 2 900 personnes qui ont été arrêtées. En juin, c'était 3 300 personnes. Et en juillet, encore près de 2 800 personnes. Et la grande majorité d'entre elles sont des Indiens. Sur ces routes qui longent la frontière, on croise de nombreuses voitures de la GRC. Certaines sont bien dissimulées dans la pénombre. Par des réseaux de passage qui transportent exactement ces migrants à la frontière canado-américaine. On connaît des endroits qu'on appelle chauds, où est-ce que des migrants vont passer plus souvent que des autres endroits, et on s'assure de la présence de nos patrouilleurs dans cet endroit. Quebec got a reputation in India that somehow, if you reach Montreal, you'll be shifted to the US very easily. Selon ce politologue basé en Colombie-Britannique, le Canada n'est qu'une porte d'entrée vers les États-Unis. Ce phénomène ne semble pas prêt de s'arrêter. Dès que nous avons averti l'un des passeurs que nous sommes journalistes, il a immédiatement fermé son compte. Mais quelques instants plus tard, à nouveau nous a contactés pour nous proposer un autre passage clandestin, la preuve d'un marché plutôt lucratif. Ici Romain Chuet, Radio-Canada, Montréal. Je vous rappelle que notre invité ce soir est de Radio-Canada, il est journaliste investigateur et nous parlons de l'immigration. Comment le Canadien régulier accueille les immigrants? D'une manière générale, l'immigration a toujours été très bien vue et c'est là où c'est intéressant aussi de se pencher un petit peu sur des campagnes électorales. On le voit, c'est souvent à ce moment-là, dans une campagne électorale, où on peut sentir peut-être à travers le monde des discours plus populistes, des partis qui vont en parler. Mais là, même si c'est un thème important, ni le Parti conservateur, qui pourrait être l'équivalent du Parti républicain, si on met deux axes, ni le Parti libéral ne parle de l'immigration comme on peut l'entendre aux États-Unis. On parle souvent au Canada de l'immigration comme une richesse d'une manière générale. Là où il y a eu une problématique récemment, c'est en fonction du nombre. C'est le nombre de demandeurs d'asile qui était plus important, c'est les ressources au Canada et, des gens de partout, dans certaines ou alors provinces. Particulièrement de la communauté haïtienne. D'une manière générale, il n'y a pas de cette stigmatisation de l'immigration vis-à-vis d'une communauté. Là où on a beaucoup parlé d'immigration, c'était de dire au Canada de certains politiciens et de plusieurs partis au pouvoir ou dans les oppositions, c'est-à-dire qu'il faut réduire l'immigration temporaire, par exemple, parce qu'il y a des problématiques de logement, parce qu'il y a différentes autres problématiques, mais il n'y a pas une stigmatisation vraiment négative sur l'immigration. Si je te demandais de parler de la communauté des Haïtiens à Montréal, qu'est-ce que tu dirais? Qualité, défaut, ce que tu vois de cette communauté, ce qui manque pas. Ah, tu t'y attendais pas à cette question? Non. Question surprise, hein? Ouais, d'accord, j'aime ça. Mais la communauté haïtienne est une communauté extrêmement importante, presque, j'ai envie de dire, presque fondatrice aussi de Montréal dans ces années récentes, parce que la vague d'immigration
il y en a eu plusieurs à travers les années, évidemment, au Canada, et inévitablement à Montréal, qui est l'une des plus grandes villes du pays et la plus grande ville au Québec. Donc, c'est vraiment une communauté qui s'est installée et qui est présente avec différentes organisations, différents organismes qui aident, justement, qui sont présents. Et on l'a vu, là où c'était vraiment intéressant, c'est quand il y a eu cette première vague d'immigration vers le Canada. Par exemple, quelque chose que je peux vraiment te parler, c'est 2017, 2018, 2019. Il y a toutes ces personnes qui sont arrivées pour fuir les États-Unis. Des personnes qui étaient menacées, qui avaient le statut TPS. Et j'en ai rencontré beaucoup. On était ce qu'on appelait donc le chemin Roxham, au nord de l'État de New York. Au sud du Québec, c'est la région de la Montérégie. Des familles qui avaient des grands-parents. Je me souviens d'un moment où il y avait les enfants, des nouveau-nés, enfants de 5-6 ans, la même famille, le père, la mère et la grand-mère en chaise roulante. Ces personnes-là quittaient littéralement les États-Unis parce qu'elles étaient menacées, parce que les parents avaient le statut TPS, avaient peur, donc venaient s'installer à Montréal, venaient s'installer au Québec. Et pour résumer un petit peu justement la communauté, si de manière générale, il y a une vraie entraide qui s'est créée à ce moment-là. Solidarité. Une solidarité. À ce moment-là, ça c'est important le mot. Pourquoi à ce moment-là? Il ne continue pas après quand les problèmes... Si, ça continue, mais c'est à ce moment-là, dans la difficulté. Et c'est là où c'est intéressant de le voir, c'est quand il y a un moment dans l'histoire, parce que ce moment-là dans l'histoire, c'est important aux États-Unis, la première élection de Donald Trump, pour de multiples raisons, mais c'est devenu un moment extrêmement important parce que le Canada, par son premier ministre de l'époque, avait envoyé un message disant les personnes réfugiées, les personnes dans la misère, dans la souffrance, sont les bienvenues au Canada. Et il y a littéralement plusieurs communautés qui sont réunies pour aider toutes ces personnes-là à trouver un logement, à trouver un travail, à remplir des papiers d'immigration. À l'époque, le maire de Montréal avait même ouvert le stade olympique pour justement permettre à ces gens-là d'être logés. Donc, ce n'est pas uniquement que la communauté haïtienne, mais la communauté haïtienne s'était organisée pour accueillir toutes ces personnes-là et ça a continué évidemment au fil des années. Alors téléspectateurs, je vous invite à suivre une petite partie du reportage de notre invité ce soir, M. Romain Chouet. Je m'appelle Étienne, je vis et je travaille ici depuis plusieurs années. Maintenant, le gouvernement me demande de partir. Étienne fait partie de ces milliers d'Haïtiens arrivés légalement aux États-Unis il y a quelques années avec un statut d'immigration temporaire. J'avais un travail, j'étais consultant pour des ONG, pour l'État haïtien. Mais bon, avec l'invasion des gangs, j'ai dû fuir le pays. M. Trump veut déporter tout le monde, mais je n'ai nulle part où aller. Comme Étienne, plus de 520 000 Haïtiens pourraient voir leur statut de protection temporaire, le fameux TPS, être levé le 3 août. Et la grande majorité vit ici en Floride. L'administration Trump a également promis de mettre à la porte dès la fin du mois des centaines de milliers de migrants arrivés récemment dans le cadre d'un programme humanitaire créé par Joe Biden. Tout le monde a peur. Je ne vais plus au restaurant parce que je sais qu'à n'importe quel moment, ICE peut arriver malgré que je suis toujours légal. ICE, c'est la police fédérale de l'immigration. L'État de la Floride vient d'ailleurs d'élargir ses pouvoirs en permettant à d'autres corps de police de vérifier les statuts d'immigration. Derrière ces grilles du centre de Miramar, au nord de Miami, on retrouve chaque matin des dizaines de personnes qui font la file, une convocation à la main, la peur au ventre. Car depuis le début de l'année, ICE a arrêté près de 33 000 personnes. C'est autant que durant toute l'année précédente.
Ces petites cartes sont des cartes qui enseignent aux gens leurs droits constitutionnels et nous continuons à en imprimer des milliers. Ce ne sont pas seulement les criminels qui sont visés, ce sont, d'après moi, les immigrants de couleur qui sont visés. Je dis merci Romain de m'avoir accordé Elisabeth. tout ce temps. Bon succès, bon courage et à très bientôt. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, WhatsApp Caribbean continue dans un moment. J'ai le grand honneur, le grand bonheur d'être ce soir en compagnie d'une fierté haïtienne, l'écrivain, M. Dany Laferrière, qui se passe de présentation. Si vous ne savez pas qui il est, c'est très grave pour vous, parce que ça veut dire que vous ne suivez pas les grandes choses qui concernent votre pays et le monde en général. Monsieur Laferrière, bonsoir, quel plaisir de vous revoir. C'est vrai, ça fait longtemps, on s'était rencontrés à Port-au-Prince. Et dans un après-midi interminable, on tournait un petit court-métrage. Exactement. J'avais 17 ans à l'époque, je crois. Oui, mais... Ça fait très longtemps. Ça fait longtemps. C'est extraordinaire que tu t'en souviennes pas. Ah, moi, les choses qui me touchent, ça s'imprime dans ma mémoire. Ouh là là. Alors, Monsieur Laferrière, et pour notre grand public de Highland TV et pour tous ceux qui, en général, vont nous écouter également sur Radio Méga, comment je sens que je dois vous voyez à la télé. Donc... Oui, bien sûr, parce qu'on n'est pas seul. Il y a des gens qui nous regardent. Voilà. Alors, comment vous vous sentez comme laïcien à l'Académie française? Je trouve que c'est tout à fait naturel, pas dans une vanité personnelle, dans le fait que Haïti, depuis 200 ans, porte la langue française dans la Caraïbe, si l'on peut dire. Nous sommes à côté de la République dominicaine, espagnole, Cuba pas loin, mais, enfin j'allais dire Kingston, Jamaïque, anglophone, portoricain. Donc on est comme tout seul et on a porté cette langue sans aide de la France. Ouais, sans aide, absolument. Sans presque aucune aide de la France et tout simplement pour l'amour de ce que cette langue portait en forme de goût, de beauté, de lumière, parce que quand je dis lumière, je parle plutôt du siècle des Lumières, c'est-à-dire Voltaire, Montesquieu, des gens qui ont un peu décrassé et l'Europe de toutes ces idéologies religieuses. Et donc c'est très important qu'à un moment donné, qu'une institution comme l'Académie française remarque ça. Est-ce que vous pensez que nous représentons toujours la langue française actuellement en Haïti? Bon, on n'a jamais totalement, si on regarde d'un point de vue national et global, total, c'est la langue créole que 100% des Haïtiens parlent. Mais il se trouve que la petite minorité qui parle français a tenu à bien parler cette langue. Et c'est par cette fenêtre que sont rentrés Dostoïevski et Tolstoï, et la peinture européenne, pas forcément, et puis africaine aussi, parce qu'il faut quand même un chemin. Et cette fenêtre est très importante. Le cinéma américain, le cinéma russe, le cinéma français, le cinéma allemand. Et parce que la langue française ne représente pas uniquement la France, et même, ni même la francophonie, ni même les pays qui parlent français. C'est tout simplement un des trésors humains auxquels nous avons contribué, comme tout individu dans le monde qui parle une langue quelle qu'elle soit, contribue à l'élargissement du savoir. Absolument. Alors, j'ai remarqué plusieurs choses en France, parlant de la France, on va retourner à vous. C'est qu'en France, il y a comme cette adoration pour l'américain. Et j'ai remarqué qu'en regardant la télévision, il y avait beaucoup, tous les films, toutes les séries que je voyais, c'était des séries américaines traduites en français. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a une évolution qui se fait dans la langue française où les gens utilisent des mots américains de plus en plus. On va faire le milking du film. Il y a des mots de plus en plus, les jeunes Français ne parlent un français anglophone qui me choque. Et ce sont des gens, un franglais, et ce sont des gens qui ne me parlent même pas anglais. C'est ce qui est terrible. Ça veut dire que... Bon, il y a deux choses dans cette histoire. Il y a d'abord la France qui était un pays où les gens n'apprenaient aucune langue étrangère. Pour une fois, commence à parler une langue. C'est-à-dire, c'est comme s'ils apprenaient l'anglais en français. Mais ils n'apprennent pas, c'est ça le truc, c'est qu'ils connaissent les mots anglais, mais ils parlent toujours mais pas. avant, ça n'existait même pas. Justement. Ça n'existait même pas. Donc c'est un progrès mais non, il faut toujours prendre la chose par le biais de l'humour aussi. Moi, je dis souvent que les Français sont en train d'apprendre l'anglais et dans leur propre langue. Ce qui est un danger pour la langue, mais ce qui est quand même pas un progrès. L'Académie est contre, bien sûr. Mais c'est intéressant de voir que
chaque fois dans l'histoire humaine, il y a toujours eu une ou deux langues qui dominent. Et qui fait de la langue française la vérité aussi. À une époque, c'est la lingua franca, et toutes les diplomaties, toutes les grandes capitales européennes parlaient français, toutes les aristocraties parlaient français. C'est ça qui a, disons, qui s'est déversé jusqu'aux Jeux Olympiques, où c'est devenu la langue des Jeux, ou en fait, des choses comme ça. C'est pas la première fois que dans l'histoire de l'humanité, il y a une langue qui domine. Et celle-là, elle domine avec tous les savoirs aussi. Je pensais que c'était le mandarin d'après les dernières. Ça, c'est pour le nombre de population. C'est ça. Là, c'est tous les savoirs, c'est-à-dire la science contemporaine, avec aussi l'appui de cette technologie nouvelle, Internet. Qui s'impose. Oui. Mais en même temps aussi, ça peut être un problème pour l'anglais, qui est la langue qui n'emprunte plus à personne. Toute langue doit emprunter. C'est comme ça. C'est depuis longtemps l'histoire du monde. Toutes les langues, il n'y a aucune langue qui ne puisse être riche d'elle-même. Parce que c'est signe que vous êtes en danger dans 50, 100 ans. Et parce que tout l'Empire est peut-être en déclin, à plusieurs niveaux d'ailleurs. Oui, parce qu'on a fait une étude dernièrement à l'Académie française pour savoir, on a demandé des renseignements à Oxford, et quelle est la situation de l'anglais. Et depuis quand l'anglais a emprunté de la langue française, eh bien ces 30 dernières années, ils n'ont emprunté aucun mot français. Intéressant. C'est un danger. Et il y a toujours, chaque fois qu'on voit un groupe, une société, une institution, une langue, une culture, n'importe quoi dominer, eh bien il y a aussi le talon d'Achille. Cette domination, on se remplit de soi-même, on est à son apogée. Et tout le monde, toutes les langues l'ont été, et à chaque fois, le déclin commence. Mais en tout cas, quand même, il ne faut quand même pas mourir avec le bonsoir d'âme. Et là, la langue française est en danger. Parce que la jeunesse pense que la chose la plus, disons, à la mode, up to date, voilà, c'est de parler anglais, de ne même pas parler anglais, de glisser des mots anglais. Ça fait cool, quoi. Ça fait cool. Bon, c'est comme ça. Alors, je voudrais aussi parler du verlan, parce que nous, en recevant quelques séries françaises dans le français authentique, moi, je m'y perds. Ce n'est pas le français que j'avais appris à l'école, c'est un français tout à fait différent, la meuf, un truc ouf. Est-ce que ce phénomène a toujours existé en France et que je ne l'avais pas remarqué, ou il devient beaucoup plus fort? Non, le parigot, la France a beaucoup de... C'est une question de jeunesse. Les jeunes veulent toujours parler différemment. Ils préfèrent parler à l'envers plutôt qu'à l'endroit. Mais le problème, c'est que ils sont arrivés, ce verlan-là est revenu, parce qu'il a toujours existé. Il est revenu au moment où toute la technologie contemporaine arrive. Autrefois, les gens qui ne savaient pas lire, ou bien qui n'aimaient pas trop lire, n'écrivaient pas. Maintenant, on n'a jamais autant écrit. Tout le monde écrit sur leur appareil. Et ce verlan-là, ou bien cette langue des fois coupée en deux, et cette langue dont on dit la moitié du mot, et tout ça va très bien avec cette technologie moderne qui est américaine. Mais ça ne vous inquiète pas à l'Académie? Mais ça inquiète beaucoup à l'Académie. On proteste beaucoup contre ça, mais tout en disant il ne faut quand même pas devenir trop vieux. Il faut comprendre qu'il faut vivre avec son temps, parce que ce n'est pas la bonne façon de punir tout le temps. Et ça fait vieux. Et il faut essayer de comprendre pourquoi ça arrive, et essayer aussi de rattraper ce qui peut être rattrapé. Parce que ça va passer. Ouais. Mais il ne faut pas que la langue française passe. Passe comme ça et qu'elle change complètement. Alors, on va fermer cette parenthèse et revenir à vous. Ma mère, Mona Guérin, je profite pour citer son nom, a reçu les palmes académiques du gouvernement français sans faire d'effort. Elle était tranquillement chez elle en Haïti. Et elle a reçu ce message, elle a reçu les honneurs de la France, ce qui était formidable parce qu'elle n'a jamais été vraiment décorée, diplômée chez elle dans son propre pays. Est-ce que dans votre cas, arrivé à l'Académie française, vous avez fait des démarches? Non, c'est pas la même chose du tout. Ils sont venus, je sais que c'est pas la même chose, mais est-ce que la France est venue à vous? Ou alors, vous avez été vers la France, vous avez fait des démarches pour entrer à l'Académie? C'est une élection, on ne peut pas faire des démarches, mais c'est les deux. Il faut quand même faire une lettre. Et tout le monde l'a fait, Voltaire l'a fait, Victor Hugo l'a fait, Chateaubriand l'a fait. Et il faut quand même faire une lettre pour dire que si jamais on vous élit, donc on va accepter. Et pour qu'il n'y ait pas une situation, un malaise, et parce que c'est quand même
une décoration, si l'on peut dire, Absolument. de haut niveau. C'est un Extraordinaire. honneur extraordinaire. Vous êtes le premier haïtien Et à je l'Académie suis- française. Oui, pas seulement canadien, et québécois, Québécois, et puis etc. nord-américain. Mais c'est extraordinaire que vous ayez gardé votre humilité, votre calme. Comme dirait ma cousine Agnès, que je salue d'ailleurs, il est authentique. Ce monsieur est authentique, il a gardé son naturel, son authenticité. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Je trouve que Beaucoup c'est de gens à haïtien. votre place seraient tellement prétentieux, tellement Oh, bon, remplis d'eux-mêmes. Être prétentieux, être rempli de soi-même, c'est ne pas être assez vaniteux. Parce que je trouve que c'est naturel. Je crois que c'est le plus haut niveau de la vanité, de trouver un honneur pareil naturel. Et si je me rengorge, bon là, ça veut dire que je ne m'y attendais pas. Non, je trouve que, c'est ça. Les modestes, c'est des gens qui veulent être félicités deux fois. Félicités pour ce qu'ils ont fait et félicités parce qu'ils sont modestes. Non, je trouve qu'il faut prendre les choses. Et la chose la plus difficile, c'est d'écrire. C'est de travailler longuement. Si n'importe quelle institution, n'importe quel honneur vous tombe dessus, et c'est parce que vous le méritez. Ne vous inquiétez pas. Absolument. La Nous sommes lutte- tellement fiers de vous. Eh bien, merci. Ça, vraiment, c'est partout et vous continuez l'ascension. Mais qu'est-ce qui peut avoir de plus haut que l'Académie française? Dites-nous. Écrire un nouveau livre. Ah, mais vous en avez tellement. Dites-moi, avant je fais de la peinture, je fais beaucoup d'expositions. J'ai même fait une exposition, j'en ai fait à l'ONU, j'en ai fait à Dubaï, à Francfort, oui, un peu partout, à Tunis. Alors, travailler, être à l'Académie française, vous êtes obligé d'être physiquement à l'Académie française ou alors c'est... Non, on est obligé de rien quand on rentre à l'Académie française. Mais par contre, c'est la plus simple courtoisie. Et si vous avez accepté de faire partie d'une institution qui travaille, ce n'est pas simplement une institution qui se contente d'un titre. Oui, d'un titre. Donc vous devez être avec vos collègues pour faire le dictionnaire. Et combien de fois par semaine, par mois? Eh bien, une fois par semaine, chaque jeudi, on se réunit. Moi, je suis à l'académie de 9h30 jusqu'à 4h30. Mais de 9h30 à 12h30, je fais partie d'une petite commission qui s'occupe précisément, de façon plus pointue, du dictionnaire, qui est la commission du dictionnaire. Nous avons notre équipe de reporters et de journalistes en Haïti et nous remarquons qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant, ils parlent anglais et créole. Oui. Et pas du tout le français. Alors, est-ce qu'à l'Académie française, c'est un sujet qui est sur la table? Est-ce que cela vous intéresse de continuer à garder le français en Haïti ou non? Garder le français en Haïti, il s'agit de peuple. Hein. Il s'agit d'un choix de peuple. Normalement, on oui. ne peut pas imposer une langue. D'abord, il faut dire qu'Haïti se trouve en Amérique. Mais ils imposent tellement d'autres choses. La langue, en plus, ça ne changerait pas, surtout que... Ben, là, tu vois, tu rentres dans la politique, là. C'est plus fort que moi, là, je Oui, vais parler. non, il ne faut pas que je représente la France. Je parle très, très librement, là. Je sais. Il faut que je continue à parler Vas-y, librement. vas-y. J'ai dit d'abord que Haïti est en Amérique. Ce n'est pas très anormal qu'en Amérique, on parle l'anglais, le créole, et le français ou l'espagnol même d'ailleurs. Et d'ailleurs aussi, parce que notre voisin le plus proche parle espagnol. Et juste à côté, il y a l'anglais. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est quelle est la raison de telle langue. Ce qui est sûr, c'est que l'anglais n'a pas apporté Shakespeare avec elle en Haïti. Non. Cette langue n'a pas apporté certaines choses. Donc on peut dire qu'on peut prendre le français parce qu'il nous apportera Shakespeare, Whitman, il nous apportera Neruda, et parce que pour moi, la bibliothèque était en français et j'ai lu le monde entier. Donc ça veut dire, dans ce cas-là, je ne vois pas le français comme quelque chose qui appartient à la France. Moi, je défendrai, je ne suis pas prêt à brûler une bibliothèque et qui me permet de lire Dostoïevski, Calderon, Goethe, Shakespeare, Whitman, Garcia Marquez, Vargas Llosa, et même les écrivains haïtiens aussi. Absolument. Sont en français. Une grande partie de la littérature haïtienne, très grande partie, est en français. D'autant plus qu'il y a toujours possibilité de traduire. Je crois que Haïti littéraire, c'est-à-dire ce pays qui s'intéresse à la littérature, qui n'est pas celui de l'anglais totalement, et bien cet Haïti littéraire doit commencer à traduire. À traduire en créole aussi des œuvres qui sont déjà en français. Et au lieu de faire un combat contre une langue qui existe, de dire il faut, mettons, brûler ce qui est écrit en français, au contraire, se servir de ça pour traduire en français. Sinon,
personne n'a rien contre Les Misérables, qui est une œuvre d'ailleurs révolutionnaire, qui prend le parti des pauvres, des misérables. Donc ce n'est pas du tout une France. Hélas, comme avait dit ce grand auteur. Alors nous allons continuer de l'autre côté parce que je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il pleut. Alors à tout de suite. Alors, vous l'avez bien dit, une fois, quand je vous ai posé la question, vous n'avez pas de message parce que votre vie est un message. Et oui, oui. C'est quoi le message de votre vie? Il sait qu'il faut travailler. J'ai écrit près de 40 livres. J'ai fait beaucoup de peintures, de dessins, plusieurs expositions, un peu partout. Je ne sais pas combien d'interviews que j'ai données. Je n'ai jamais été en 40 ans près en retard dans une entrevue de ma vie, c'est-à-dire du sérieux. Ah, oui, pour aller jusque-là, il faut être sérieux. Vous ne pouvez pas bluffer. C'est ça. Vous ne pouvez pas mentir. Mais il y en a qui arrivent tellement loin avec beaucoup de mensonges aussi. Hein? Et pas à l'Académie française. Pas à l'Académie française, absolument. Vous êtes en présence de savants. Ça fait 12 ans qu'on m'observe. Je n'ai pas fait d'université. J'ai passé 1 mois à l'Université du Québec. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris en Haïti, dans les classes secondaires, et je l'ai appris par la lecture. Vous avez laissé Haïti à quel âge? À 23 ans. J'étais déjà journaliste au Petit Samedi Soir, et je l'ai appris par moi-même et par les livres. Et c'est pour ça que je défendrai le français, parce que le français n'a jamais été la France pour moi. C'est le monde entier, et toutes les langues. Le japonais, par exemple, j'ai écrit un livre sur Basho, le poète japonais, magnifique, des haïkus. Mais je les ai lus en français. Et ce livre, c'est sur l'hippo que j'ai fait venir à Port-au-Prince. C'est-à-dire, c'est un poète, c'est un des plus vieux poètes classiques et chinois. Et au lieu d'aller en Chine, qu'un haïtien en Chine, je fais venir l'hippo et je l'ai fait converser avec Magloire Saint-Aude. Je l'ai fait rencontrer. Et ce n'est pas le seul. J'ai pris toute la littérature internationale et je les ai amenés en Haïti, à Port-au-Prince. Parce que quand on est en situation presque de colonisation culturelle, on est appelé à admirer les autres. Ils n'ont pas besoin de savoir qui on est, c'est à nous de savoir qui est Shakespeare. Mais moi, si j'avais à écrire un livre sur Shakespeare, je l'amènerais à Saint-Marc. Pour qu'il voit et pour qu'il soit là. C'est un endroit, c'est un espace comme un autre. Je serais très content, Shakespeare. Shakespeare parle un des Anglais les plus variés, les plus hétéroclites, les plus ouverts au monde. C'est-à-dire presque de l'anglais de rue jusqu'à l'anglais le plus sophistiqué. D'ailleurs, c'est la force de Shakespeare, l'anglais de rue de son époque. Et donc, il aurait été adoré être à Jacmel, être à Saint-Marc. Donc, je suis en train de changer les choses, la façon de penser des gens. Il n'y a pas d'endroit plus petit ni plus grand que d'autres. Il n'y a que des gens qui circulent sur une surface plane et qui est en fait ronde et qui s'appelle la Terre. Et nous nous rencontrons au même niveau à égalité. L'individu le plus pauvre n'a pas moins de savoir que le plus puissant, le plus cultivé et le plus riche. Ce n'est pas de la fausse démocratie que je fais, c'est simplement ainsi. Tout être humain possède en lui une capacité d'absorption de toutes les émotions, de toutes les fantaisies, de toutes les sensations qu'un autre être humain. C'est fait comme ça, la machine est faite comme ça. Maintenant, l'exprimer, c'est plus difficile parce que s'exprimer, c'est avoir un pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir d'avoir été à l'école. Ou bien le pouvoir d'avoir le droit de parler. Le droit de la parole, qui est beaucoup plus que la langue. On parle beaucoup de la langue, mais on ne parle pas du droit à la parole. Il y a des gens qui parlent toutes les langues, mais qui n'ont pas le droit de s'exprimer. Et qui ne peuvent pas le faire, qui sont timides. On devrait plus parler. Qui sont à Nord-Corée, par exemple.
Il y a plusieurs raisons. Il y a 1000 raisons pour qu'on ne parle pas. Mais c'est parler qui est important parce que quand on parle, quelle que soit la langue dans laquelle on s'exprime, on dit quelque chose de la condition humaine. Avant de vous laisser partir, quelle est votre plus grande qualité, d'après vous-même, bien sûr? Ma plus grande qualité, c'est la mémoire émue de mon enfance. Et la capacité que j'ai chaque soir de circuler à petit goave dans ma tête et de rentrer dans toutes les maisons et de me rappeler de tous les noms. Cette mémoire émue me tient dans la modestie la plus folle et me permet de circuler avec plaisir. Et votre plus grand défaut? Peut-être que c'est de ne pas avoir de défaut. Waouh! Et bien sûr, ces fortes paroles, mesdames et messieurs, nous vous disons bonsoir et merci d'avoir été avec nous ce soir pour ce moment précieux avec notre Dany Laferrière. À bientôt. Merci, Dany. Oui.